Lancé dans les années 1990, l'Airbus A330 a rapidement gagné en popularité auprès des compagnies aériennes du monde entier grâce à sa capacité à transporter énormément de passagers sur de longues distances avec une efficacité inégalée. Véritables succès commerciaux pour l'avionneur européen, les 330 et 330 Neo qui ont suivi représentent aujourd'hui la famille d'avions à fuselage large la plus populaire sur le marché, en plus d'avoir donné naissance à des variantes militaires et de cargo. Aujourd'hui, nous démarrons notre série de 3 vidéos sur la grande famille des A330 avec le soutien d'Airbus. Le projet A330 est né à la fin des années 1980. À cette époque, Airbus célèbre ses premiers succès techniques avec l'A300 et l'A310, deux avions de ligne à fuselage large. La firme cherche alors à élargir sa gamme, que ce soit pour les courts moyens courriers avec l'A320, mais aussi deux projets de long courrier, l'A330 et l'A340. Comme pour ses modèles précédents, Airbus continue sa philosophie de simplification de développement en utilisant le concept de famille. Ainsi, les A320 et A330 peuvent être aisément déclinés en plusieurs variantes selon les besoins des clients et à moindre coût. Dans cette optique, l'A330 et l'A340 partagent les mêmes ailes et le même fuselage, ainsi qu'un cockpit similaire pour simplifier la formation des équipages. Alors il faut se rappeler que le 330 a commencé par l'A340. En fait, le premier élément de la famille était l'A340. Comme vous le savez, c'était un avion donc, avec 4 moteurs. Et donc on a fait voler, on a certifié ce premier avion. Et il est entré en service en 1994. Et ensuite, donc, on a développé la famille A330, avec une contrainte d'avoir la même voilure entre un A340 et un A330. Et réellement, ce qui était à l'origine de ça, c'est qu'on avait en fait une famille A300, A310, qui était un petit peu vieillissante, qu'on voulait rafraîchir. Et on voulait surtout introduire dans cette famille tout ce qu'on avait fait sur le A320. Par exemple, les commandes de vol électriques. Donc c'était vraiment l'ambition de définir un avion long range, très moderne et hérité de la famille A320. C'est vraiment ça, je dirais, la genèse de l'A330, mais il faut effectivement se souvenir qu'on a commencé par l'A340 en fait. Le projet de l'A330 a été officiellement lancé en 1987, en même temps que celui de l'A340, son grand frère à plus long rayon d'action. Le premier prototype de l'A330 effectue son vol inaugural le 2 novembre 1992, devenant alors le plus large avion de ligne bimoteur à prendre les airs jusqu'à l'arrivée du Boeing 777. Le 17 janvier 1994, le premier A330 est livré à Air Inter, une compagnie aérienne française, marquant ainsi le début de son utilisation commerciale sur la ligne Paris-Marseille. Sa capacité à transporter jusqu'à 375 passagers sur des distances de plus de 11 000 km séduit les compagnies désirant réaliser des vols long courrier. Doté de deux moteurs General Electric CF6-80E1, Pratt & Whitney PW4000-100 et plus tard le Rolls-Royce Trent 700, l'A330-300, première variante de l'avion, est conçu pour parcourir de longues distances. Facteur important pour les clients, il est, comme l'A340, capable d'égaler les performances des concurrents comme le Lockheed TriStar et le DC-10, tout en offrant une économie moyenne de 25% de carburant. Un an après sa mise en service, il hérite des commandes électriques, une technologie héritée de l'A320 et permettant un pilotage plus simple. En 1996, une seconde variante de l'A330 est introduite, le 200. Moins long que le 300, réduisant la capacité en passagers, il permet néanmoins de parcourir de plus grandes distances grâce à l'installation d'un réservoir de carburant central. Il entre en service en 1998 chez Air Canada et devient lui aussi un succès commercial, rivalisant avec le Boeing 777. Grâce à l'esprit de famille des modèles d'Airbus, les pilotes formés à l'A330 n'ont besoin que de 3 jours pour se former sur l'A340, 7 pour se former sur l'A320 et 8 pour l'A350, ce qui représente une économie substantielle de temps et donc d'argent pour les compagnies aériennes. Avec 2 variantes et 3 options différentes de moteurs, la firme européenne ne se repose pas sur ses lauriers pour autant. Pour assurer l'avenir d'un avion, il faut continuer à l'améliorer et s'adapter
au monde. Ainsi, au fil des décennies, les A330, 300 et 200 ont pu bénéficier des dernières avancées technologiques et améliorer leur capacité d'emport, leur rayon d'action et leur consommation de carburant, en plus de systèmes d'aide pour les pilotes. En 2006, l'A330 et par la suite d'autres avions de ligne d'Airbus se sont vus équipés d'un affichage tête haute ou ATH permettant aux pilotes de voir des données importantes de vol comme la vitesse, l'altitude ou l'assiette directement face à eux à travers les hublots du cockpit, un système présent depuis plusieurs décennies sur les avions de chasse. De cette façon, le pilote a plus de confort lors des phases d'approche. En tant qu'héritier spirituel de l'A300, le 330 s'est également décliné en avion cargo avec l'A330-200F lancé en 2007. Les configurations de chargement du fret sur le pont principal, le système de chargement et la structure du plancher sont basées sur l'expérience de l'A300-600F, version cargo du premier avion de ligne de la firme. Avec son fuselage plus long, l'A330-200F peut offrir plusieurs positions de palettes supplémentaires, emportant jusqu'à 70 tonnes de cargo sur 7600 km. Comme l'A300-600F, qui avait la possibilité d'avoir une température contrôlée sur 2 zones distinctes, l'A330-200F divise son pont principal en 4 zones où les clients peuvent régler indépendamment une température entre 5 et 25 degrés, de façon à pouvoir transporter de la nourriture ou d'autres cargos sensibles à la température et l'humidité. Enfin, les clients peuvent également ajouter une section pour les passagers avec des sièges business ou économie permettant de transporter jusqu'à 12 personnes en plus du fret. Mais transformer un avion civil en transport de cargo a été un réel défi pour Airbus. Initialement, l'A330 a une pente vers l'avant de 1,5 degré, ce qui ajoute de l'effort pour charger du cargo. Installer un système de chargement motorisé aurait ajouté 650 kg à l'appareil, réduisant ses capacités. Pour garder les mêmes éléments que l'A330 commercial, les ingénieurs d'Airbus ont opté pour une solution étonnante. Rabaisser le train avant de l'avion de 37 cm. L'aspect spécifique de la baie du train avant abaissé et du carénage du nez confère à l'avion une apparence unique et a un impact négligeable sur la traînée et la consommation de carburant. Un autre défi, c'est la répartition des masses. La transformation d'un avion de passagers en avion cargo réduit son poids à vide, en raison du retrait de la cabine et des systèmes associés, mais déplace également le centre de gravité vers l'avant avec l'installation de la zone de chargement, de la cloison de séparation et de la porte cargo avant, tandis que des éléments lourds comme les installations des passagers sont retirés à l'arrière. Pour offrir une flexibilité de chargement, les limites avant du centre de gravité ont donc été étendues et la répartition du carburant modifiée. L'optimisation de la capacité de chargement de l'avion a été réalisée grâce à une étude simulant jusqu'à 100 000 cas de chargement aléatoire avec différentes configurations, répartition de poids et densité de fret. L'étude a confirmé un excellent taux de succès dans les différentes configurations de chargement, facilitant la planification du cargo pour les opérateurs et offrant une flexibilité opérationnelle maximale. Par la suite, Airbus a développé 2 variantes de l'A330 Cargo, à savoir l'A330-200 P2F et l'A330-300 P2F, permettant de se conformer au mieux aux besoins du client, comme par exemple DHL. Au début des années 2010, Airbus a entrepris une évaluation des besoins du marché pour les avions long courrier, dans un contexte où les compagnies aériennes exigeaient des avions plus efficaces, plus économes en carburant et offrant un meilleur confort aux passagers. C'est dans ce contexte que l'idée de l'A330 Neo a vu le jour. Face à la concurrence croissante du Boeing 787 Dreamliner, Airbus décide de repenser l'A330 pour en faire une version encore plus performante et compétitive. En juillet 2014, Airbus lance officiellement l'A330 Neo avec 2 versions, le 800 et le 900. Le 330 Neo, on l'a fait pour être plus efficace. Vraiment, c'était un objectif d'efficacité. Grâce aux technologies issues de l'A350 et le moteur Rolls-Royce Trent 7000 conçu spécialement pour eux, les Neo consomment en moyenne 14% de carburant en moins que les A330-200 et 300, tout en ayant une empreinte sonore réduite, ce qui font des Neo les cabines les moins bruyantes de leur catégorie. L'aile est revue et rallongée, lui donnant une envergure globale de 64 mètres, notamment avec l'ajout de winglets en matériaux composites.
Ces dispositifs augmentent l'efficacité en réduisant la traînée, ce qui permet des économies de carburant significatives. La cabine est également revue avec le concept Airspace pour améliorer le confort des passagers et équipages lors de longues traversées, grâce à des réglages d'ambiance, plus d'espace de rangement et de nouveaux services comme des écrans de divertissement en 4K. Malgré ces nouveautés, Airbus a choisi de simplifier au maximum sa production, sa maintenance par les compagnies aériennes et la formation des pilotes. 95% des pièces et systèmes des A330 sont les mêmes que les Neo, et seulement une demi-journée de formation est nécessaire pour former un pilote à cette nouvelle version. Bien sûr, qui dit avion moins gourmand, dit avion moins polluant. En cela, le Neo se démarque aussi de ses concurrents. Le 330 Neo est le premier avion au monde à avoir été certifié avec la nouvelle norme ICAO CO2, qui signifie qu'en fait, si vous n'êtes pas en ligne avec cette norme, vous ne pouvez pas en fait continuer à livrer des avions à partir du 1er janvier 2028. Avec tous ces avantages, Airbus dispose d'une plateforme versatile que la firme veut exploiter au maximum. De l'A330 sont donc aussi nés deux projets uniques, l'A330 MRTT et le Beluga XL. Airbus a reconnu le potentiel de cet avion commercial et a décidé de le transformer en une plateforme militaire, répondant ainsi aux besoins variés des forces armées modernes. Cette transformation a donné naissance à l'A330 MRTT, pour Multi-Role Tanker Transport, qui, comme son nom l'indique, conserve les atouts de l'A330 tout en intégrant des capacités de ravitaillement en vol et de transport militaire. Aujourd'hui, les A330 MRTT représentent désormais 90% de la flotte de ravitailleurs dans le monde, en dehors des États-Unis. On en parlera d'ailleurs en détail dans la seconde partie de cette série. En parallèle, Airbus a développé une version plus large de son emblématique Beluga 600 ST, basée sur l'A300-600, pour transporter les énormes ailes et fuselages entre les différents sites de production. Cela donne naissance à un A330 modifié, le Beluga XL, qui fera l'objet d'une vidéo entière, la troisième et dernière partie de cette série, et qui représente un autre exemple de versatilité de l'avion. Alors déjà, l'A330, il est partie intégrante de ce qu'on appelle la famille widebody avec l'A350. Donc effectivement, on a, vous savez, les A350-1000-900 et les A330-800 et -900. Et ça, c'est vraiment une famille qui est également très versatile. On peut aller de à peu près 200 passagers à plus de 400 passagers. Et on veut vraiment garder cette notion de famille. Donc on veut développer le 330 Neo. On a des projets, on fait des études, de manière à faire potentiellement un Neo Fighter aussi, et puis potentiellement aussi un Neo MRTT. Aujourd'hui, un A330 décolle toutes les 20 secondes dans le monde. L'Airbus A330 a eu un impact significatif sur l'industrie aéronautique. Il permet aux compagnies aériennes de desservir de longues routes de manière rentable, tout en offrant un confort accru aux passagers. Son succès a également renforcé la position d'Airbus en tant que leader mondial de l'aviation commerciale, prouvant que l'innovation et la flexibilité sont des clés pour répondre aux besoins évolutifs des compagnies aériennes et des passagers. C'est intéressant parce que quand on l'a certifié, on était à 212 tonnes de max take-off weight, on l'a poussé à 251 tonnes, on regarde une version jusqu'à 253 tonnes, donc on voit finalement qu'on est capable d'améliorer de manière continue cet avion, comme on le fait également avec la famille A320, et ça je pense que c'est un succès assez retentissant en fait. Mais alors, comment construit-on un A330 ? À l'occasion de notre visite sur la ligne d'assemblage finale de l'avion, nous avons retracé toute la conception de l'A330, de l'Allemagne à Toulouse, en passant par l'Espagne. Pour schématiser, on a donc des parties qui viennent de France, des parties qui viennent d'Angleterre, d'Allemagne et d'Espagne. Donc tout ce qui va venir d'Angleterre, c'est essentiellement donc, la voilure. Tout ce qui vient d'Allemagne, c'est essentiellement certains tronçons, donc notamment partie plutôt avant et arrière, et tous les éléments de la cabine. Côté Espagne, c'est donc plutôt la partie arrière et les empennages. Et tout ce qui vient de France, c'est essentiellement le cockpit, certains éléments du fuselage, et bien sûr pylône et moteur. Donc si on voulait vraiment avoir une image un petit peu simplifiée, voilà ce qu'on pourrait dire. Évidemment, il faut que les sites de production se coordonnent entre eux. On a des équipes complètement transnationales. Par exemple, moi j'ai des équipes donc, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne et en France. Moi je suis l'ingénieur en chef central, mais j'ai des ingénieurs en chef locaux
donc qui sont basés en fait dans ces pays. On fait des réunions d'intégration de manière à bien être sûr qu'effectivement tout cela s'intègre de manière très harmonieuse. Vivons ensemble la production d'un A330. En ce qui concerne le fuselage, les sections avant et centrales sont conçues à Saint-Nazaire, en France, tandis qu'à Hambourg, en Allemagne, on produit la section arrière. Chaque section est ensuite acheminée vers Toulouse en Beluga XL. Pour ce qui est des ailes, c'est une véritable odyssée à travers l'Europe. Tout commence à Nantes, où on conçoit le caisson de voilure centrale, le point d'ancrage des ailes au fuselage. En parallèle, le site de Broughton au Royaume-Uni s'occupe de produire les ailes des A330, mais aussi tous les autres modèles d'Airbus. Une fois construites, mais encore incomplètes, elles sont déjà lourdes de 13 tonnes et chargées dans un Beluga XL en direction de Brême, en Allemagne. Une fois arrivées, plusieurs sites allemands vont finir de les préparer. À Stadt, on conçoit les spoilers et à Brême, les volets et les kilomètres de circuits électriques et hydrauliques. Une fois les ailes et la dérive terminées, le tout est expédié par, vous l'avez deviné, un Beluga XL vers Toulouse. Pour terminer, les sites espagnols de Getafe et Puerto Real réalisent respectivement la dérive et la gouverne de direction, qui sont ensuite amenés à Toulouse par un Beluga XL. Une fois arrivé en France, toutes les parties de ce gigantesque Lego se retrouvent dans la FAL, ou Final Assembly Line, la ligne d'assemblage finale. Contrairement à la plupart des autres modèles de la firme, tous les A330 sont assemblés à Blagnac, sans exception. Et là encore, tout est très codifié. Les noms de stations sont d'ailleurs hérités de la construction de l'emblématique Caravelle, mais cette histoire, je vous la réserve pour un épisode futur. Les Beluga XL amènent les différentes sections sur site, qui sont ensuite transportées dans la section 3942. Ici, on enlève les protections et on commence à installer quelques équipements intérieurs. Puis, on déplace le fuselage central et les ailes vers la station P40 pour les assembler ensemble. Ce milieu d'avion est ensuite déplacé dans la station P35 où on y rattache l'avant et l'arrière du fuselage, ainsi que les trains d'atterrissage livrés par camion plateau. Désormais, l'A330 est structurellement complet et peut reposer sur ses roues. Pour la première fois, il est tracté et roule vers la station P30 pour une longue phase de test, notamment électrique, hydraulique et de carburant. Pour cette dernière partie, les réservoirs sont remplis d'hélium, un gaz pratiquement inerte, qui simule le kérosène et évite ainsi tout risque d'incendie ou d'intoxication. À la fin de cette période d'essai, qui dure en moyenne une dizaine de jours, l'avion est amené à la station 18, la seule en extérieur, que l'A330 partage avec l'A350. Il ne lui manque alors que ses moteurs. Ici, on réalise tous les tests qui ne peuvent pas être faits dans les hangars, comme la pressurisation, le carburant avec du kérosène cette fois, mais aussi les communications radio et satellites, puisque le signal est dénué d'interférences une fois à l'extérieur des hangars. Puis l'A330 est amené dans un hangar de peinture où il va recevoir sa livrée aux couleurs du client. Cette étape prend 1 à 3 semaines en fonction de la complexité du dessin. Enfin, l'avion est amené au poste 20 qui va se charger d'installer la cabine, encore une fois selon les demandes du client, et les moteurs en station 19. Enfin, l'avion est en état de voler. Il est testé d'abord au sol sur un banc d'essai, puis réalise des vols d'essai pour garantir son bon fonctionnement. Tout ce processus se termine au Delivery Center, ou centre de livraison, où l'avion est remis à la compagnie aérienne cliente. Digne héritier de l'A300, premier avion de la firme, l'A330 a encore de très beaux jours devant lui. Que ce soit comme avion de ligne long courrier, transporteur de masse régionale ou encore avion militaire multirôle, l'A330 est devenu une véritable plateforme versatile pour Airbus. En évolution constante depuis son premier exemplaire, il a réussi à s'améliorer, se moderniser et augmenter ses capacités au travers des décennies. Face aux défis écologiques et économiques qui nous attendent, il est, à l'instar des A320, un avion sur lequel les compagnies pourront encore compter pour les décennies à venir.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour rappel, elle s'inscrit dans un triptyque dédié à la famille A330, réalisé avec la collaboration exceptionnelle et chaleureuse d'Airbus. Je tiens d'ailleurs à les remercier de nous avoir accueillis à Toulouse et Rétafé pour nous faire découvrir en détail ces avions si différents qui partagent pourtant une base commune. La prochaine vidéo traitera de la variante militaire de l'A330, puisqu'on partira à la rencontre de l'A330 MRTT en direct de son lieu de naissance en Espagne. À dans 2 semaines donc, ciao!